à tous, le Carré culturel a le plaisir de vous présenter l'émission Les Carnets culturels. L'objectif de notre émission est d'informer, divertir et cultiver. Elle se présente en deux parties, échange avec un philosophe sur le pouvoir des images et entretien avec un auteur sur son ouvrage. Pour ce premier numéro, nous avons le privilège de recevoir le professeur Djiby Diakhaté, qui n'est plus d'ailleurs à présenter au Sénégal. Bonjour professeur. Oui, bonjour madame. Bienvenue dans l'émission Les Carnets culturels. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, nous allons échanger avec vous sur le pouvoir des images. Vous allez commenter plusieurs images des événements qui se sont passés dans le monde ou qui se passent encore aujourd'hui. Mais avant de présenter la première image, professeur, selon vous, c'est quoi le pouvoir d'une image? Le pouvoir déjà renvoie à une puissance que détient un individu, un objet, une réalité sur son entourage. Et l'image est une affaire qui reflète notre monde. On a l'impression qu'il y a une sorte de vie dans l'image, qui fait que précisément une petite image peut condenser beaucoup de choses. Donc lorsque une réalité, un individu détient ces images, il y a un pouvoir qui lui est conféré en même temps, parce que l'image reflète le monde, l'image est un reflet, est un miroir du monde, et de ce point de vue-là, ça donne à celui qui possède l'image, à celui qui travaille sur l'image, ça lui donne un certain pouvoir. Donc un attrait fort que l'image peut avoir sur les gens, que l'image peut exercer sur les gens, structurer leur schème de pensée et orienter dans une certaine mesure leur conduite. D'accord, professeur. Alors, nous allons voir la première image sur l'écran, juste en face. Alors ici, on voit la photo de Nelson Mandela et Winnie Mandela lors de la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Que vous inspire cette photo, professeur? Je crois que nous sommes en présence d'une belle photo de quelqu'un qui sort de prison après plusieurs décennies d'emprisonnement. Dans un système qui est marqué par ce que l'on a appelé à un certain moment le développement séparé. Parce qu'il y avait d'une part le développement qui était donné aux Blancs et un autre type de développement pour les autres races, et notamment pour les Noirs. Alors, dans le cadre d'une lutte que Nelson Mandela a eu à mener pour l'égalité des races, pour l'émancipation notamment des Noirs qui étaient embastillés dans des ghettos, dans des bantoustans, comme on les appelait naguère, Nelson Mandela, avocat de profession, a été emprisonné pendant plusieurs décennies. Et ça, c'est ce qui est important aussi, c'est que c'est le monde entier qui s'est battu pour que cela ne se reproduise plus dans l'univers. Qu'il y ait plus de liberté, qu'il y ait un vent, un souffle d'égalité dans toutes les parties du monde. Et donc, sur la base de ce combat universel mené pour l'égalité, mené pour le respect de l'humain, Nelson Mandela a été finalement libéré. Et quand on le voit qui sort de prison, accompagné de sa femme, avec un point de victoire levé vers le ciel, je crois que c'est une façon de dire que les chaînes de l'embastillement sont cassées et que désormais, nous avons un souffle de liberté, non pas seulement pour les Noirs, hein, mais un souffle de liberté pour tous les segments de l'univers. Et donc, c'est important, cette image. Historiquement, ça rappelle que l'humanité, l'univers, s'est engagé à s'installer dans une rampe de liberté. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet engagement va être plus tard respecté? Mais disons que ponctuellement et historiquement, à un moment de l'histoire, la chaîne de l'apartheid a été cassée, la chaîne de l'embastillement a été cassée, et on a vu effectivement Nelson Mandela qui a été libéré, qui soulève une main de victoire, mais que cette main de victoire a été considérée comme une victoire pour tout le monde. Non pas seulement une victoire pour les Noirs, mais même une victoire pour les Blancs, parce que tout de suite après, il a appelé à une réconciliation nationale pour dire qu'au fond, chacun de nous doit avoir sa part à jouer pour qu'on ait un développement véritable, c'est-à-dire un développement inclusif. D'ailleurs, il a eu même le prix Nobel de la paix 3 ans après sa libération. Mais tout à fait, parce qu'on aurait pu considérer que quelqu'un qui a été emprisonné pendant presque un quart de siècle, pendant presque un quart de siècle, on aurait pu penser qu'il sort de prison, qu'il détient le pouvoir, qu'il va avoir une approche essentiellement vindicative. Considérer qu'il y a des ennemis qui l'ont envoyé en prison et que maintenant ça doit être une chasse contre ces ennemis-là. Non, il n'a pas fait ça. Il a dit que nous devons être ensemble et construire une nouvelle Afrique du Sud sur de nouvelles bases, c'est-à-dire une Afrique du Sud de l'unité, une Afrique du Sud de la paix, une Afrique du Sud du développement, une Afrique du Sud de la concorde.
Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a ici de la mansuétude, il y a de la grandeur, il y a de la hauteur, il y a de l'ouverture, il y a la possibilité de lutter contre mon ennemi, mais de dire au fond, cet ennemi-là, je n'ai aucun intérêt à l'abattre, je veux travailler avec lui. Si vous vous rappelez bien, l'une des premières grandes chartes que l'humanité a connues, c'est la charte de Kourougan-Fougan. On l'appelle la charte du Mandé, qui a été mise en place au Mali au XIIIe siècle. Soundiata Keïta, après la bataille de Kirina, combat et détruit complètement les troupes de Soumaoro Kanté, mais après il dit, j'en appelle à un dialogue. J'ai battu les troupes de Soumaoro Kanté dans la guerre, maintenant c'est fini la guerre, je veux qu'on soit ensemble et qu'on établisse une charte, ce qui a donné la charte de Kourougan-Fougan. Et un des principes essentiels de la charte de Kourougan-Fougan, c'est le respect de l'humain. Permettre à l'humain, même si je ne suis pas d'accord avec lui donner la possibilité d'exprimer son propos. C'est pourquoi, en fait, quelque part, je crois que nous sommes allés trop vite développer un complexe d'infériorité par rapport aux autres, en considérant que nous devons tout apprendre chez eux. La première charte que l'humanité ait connue, c'est la charte de Kourougan-Fougan, et c'est cette charte-là qui a dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit avant la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons connue dans nos universités. Effectivement. Merci, professeur, pour cette analyse. Nous poursuivons avec la deuxième image. Et là, nous voyons la mort de George Floyd. Donc, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'était en 2020, où un policier lui a mis le genou sur le cou jusqu'à ce qu'il meure. Nous avons vu Nelson Mandela qui a appelé tout le monde au dialogue, aux rencontres et à la rencontre et à la paix. Là, on a une image inversée. C'est-à-dire qu'ici, on se rend compte que nous sommes en présence d'un policier blanc. Heureusement que tous les policiers blancs ne font pas comme lui. Oui, la preuve qu'on a vue, évidemment, après les policiers blancs se mettre à genoux, comme pour demander pardon. Donc, qui a pratiquement écrasé ce noir-là et qui a conduit à sa mort, ce qui a créé un choc aux États-Unis par la suite. Je crois qu'il y a ici nécessité de rappeler, et c'est ça, et c'est là où nous autres Africains, nous avons besoin de donner des leçons aux autres, que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. Alors, lorsque l'autre a une couleur qui est différente de la mienne, c'est en ce moment-là qu'il m'enrichit. Ce qui fait que, évidemment, quelqu'un qui est noir de peau, il ne peut qu'enrichir que celui qui est blanc de peau. Celui qui est blanc de peau va enrichir celui qui est noir de peau, ou celui qui est jaune de peau. Une façon de dire, avec Amadou Hampâté-Bâ, que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. La différence ne doit pas conduire au différent, mais la différence doit conduire à la concorde. Nous pouvons être différents, mais nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble parce que nous avons un monde à partager. Et le monde de plus en plus devient ce que Marshall McLuhan appelle un village planétaire. Et puisque c'est un village planétaire, nous vivons ensemble à l'intérieur de ce même village. Nous devons respect mutuel et pas tolérance mutuelle seulement. Parce que la tolérance a un seuil, tandis que le respect n'a pas de seuil. Justement, professeur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à cette image, les questions de racisme et des bavures policières ont cessé, malgré que cela a fait un tollé sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous, Africains, on peut apprendre de cette image? Je crois qu'après avoir souligné ça et après l'avoir décrié, il faut surtout éviter de tomber dans le piège de ce que l'on appelle le racisme à rebours. Le racisme à rebours consiste à montrer une sorte de revanche jusqu'à tomber soi-même dans le racisme. Oui. C'est ça qu'il faut éviter. Et donc, considérer que moi, je dois prendre de la hauteur. Et la hauteur que je prends, c'est d'abord au niveau mental. Considérer que je ne suis pas inférieur aux autres. Je ne suis pas supérieur non plus aux autres. Mais nous sommes tous des créatures divines et qu'en conséquence, je dois respecter l'autre comme tel. Dans l'anthropologie chrétienne, on nous enseigne que Dieu nous a envoyé son Fils qui s'est fait sang et chair avec nous. Nous l'avons crucifié et nous l'avons criblé de pierre. Son Père l'a pris avec lui, c'est l'ascension. Mais le monde attend son retour pour être sauvé, ce sera la rédemption. Et il a pardonné à tous ceux-là qui lui ont fait du mal. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, avoir de la hauteur et pardonner. Nous dire au fond que nous sommes différents des autres. Il a fait du mal, c'est lui, c'est pas tous les autres. C'est lui qui a fait du mal. Alors on peut le pardonner, on peut le sanctionner pour montrer que c'est une chose qu'il ne faut plus refaire. C'est une leçon à donner, mais en même temps que l'humanité doit apprendre de cette horreur en se disant que l'élément le plus important, c'est éviter toutes les formes de complexe.
aucun complexe d'infériorité ou de supériorité par rapport aux autres, et se sentir équilibré sur le plan mental. Emancipate yourselves from mental slavery, none body but ourselves can free our mind. C'est comme ça que Bob Marley chante, qui montre que l'élément le plus important, c'est la richesse mentale, c'est la force mentale. Merci, professeur. Alors, nous continuons avec la troisième image. Et là, c'est une image, on va dire, un événement marquant jusqu'aujourd'hui. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Un événement qui marque. Et cette année, ils ont fêté, ils ont commémoré leurs 30 ans. Oui, en réalité, ce qui s'est passé au Rwanda a été une horreur, d'abord et avant tout pour les Rwandais. Et je crois qu'après une prise de conscience, on s'est rendu compte que c'est une sorte de folie collective qui s'est emparée d'une bonne partie de la population rwandaise, mais sur la base d'influences pouvant venir aussi de l'extérieur. On s'est rendu compte qu'à ce niveau-là, il y a des puissances qui avaient la possibilité d'agir avant que le génocide ne se réalise, et que ces puissances n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour l'éviter. Premièrement. Deuxièmement, on s'est rendu compte que les médias ont aiguisé un peu les tensions entre les communautés qui existaient. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est un appel à plus de responsabilité pour les techniciens des médias. Et des fois, on se rend compte, évidemment, que les tensions peuvent être aiguisées, les différences peuvent être aiguisées sur la base de ce support de masse que constituent les médias. Mais je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que les Rwandais eux-mêmes ont fait une prise de conscience. L'idée est de se dire, nous avons connu une histoire traumatisante. Il ne s'agit pas de la nier. Il s'agit de faire face, de regarder en face cette histoire avec ses côtés hideux. Parce que toute notre histoire n'est pas bonne, hein? Il y a une partie hideuse dans notre histoire. Donc, regarder avec le miroir et avec responsabilité cette partie hideuse, cette partie laide de notre histoire et nous dire plus jamais ça. Nous avons traversé des moments excessivement difficiles, mais qu'il y a possibilité de regarder ça et nous dire il faut mettre en place le pansement qu'il faut, il faut mettre en place le remède qu'il faut pour éviter qu'à l'avenir, des problèmes de ce genre ne se présentent. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, évidemment, qu'il y a un grand talent de réconciliation au Rwanda. Et le Rwanda est en train de développer un nouvel esprit de rencontre, de cohésion, de paix, qui fait que ce pays est en train de se hisser au firmament de l'Afrique, comme étant un pays respecté, non pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau du monde entier. Donc je crois que c'est important. On peut connaître des difficultés, mais ces difficultés doivent nous pousser à réfléchir pour trouver des solutions, et des solutions qui soient des solutions pérennes et des solutions durables. Je crois que pour le Rwandais moyen, il y a ici une leçon qui a été apprise, et cette leçon a conduit à dire qu'il n'y a plus de Tutsi, qu'il n'y a plus de Hutu, il n'y a qu'un Rwandais, et qu'on doit se battre pour le Rwanda. Effectivement, merci professeur. Nous poursuivons avec une autre image. Et là, c'est également une image qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Il s'agit de la situation de Gaza en Palestine, donc le conflit israélo-palestinien. Quelle analyse vous pouvez faire face à cette image, professeur? En réalité, lorsqu'on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, il y a eu un certain nombre de conférences qui se sont tenues dans le monde. Parmi ces conférences, il y a eu la conférence de Yalta. Et cette conférence avait abouti à la conclusion qu'à l'avenir, les grandes puissances doivent faire en sorte qu'il n'y ait plus cette cruauté déjà connue par l'humanité. Mais on s'est rendu compte qu'on a oublié cette leçon très tôt. Parce que tout de suite après la conférence de Yalta, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, on est entré dans une autre guerre qui a été la guerre froide. Avec juste un petit moment de détente lorsque Nikita Khrouchtchev est arrivé au pouvoir en Union soviétique, en ex-Union soviétique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde essentiellement marqué par le réveil des tensions, par des mouvements identitaires, par des formes d'extrémisme qui se développent de tous les côtés. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que nous sommes assis sur de la braise. Parce qu'à tout moment, il y a possibilité de voir la guerre éclater. Et au même instant, on a une sorte de course à l'armement. Parce qu'on a l'impression que les grandes puissances se battent pour montrer qu'elles ont les armes les plus destructrices. Tout se passe comme si les grands États se disent que la meilleure façon d'assurer sa grandeur, c'est d'avoir des armes destructrices. C'est-à-dire d'avoir à sa possession la possibilité d'écraser l'humanité tout entière. Je ne pense pas que ça soit marque de grandeur. Or, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Palestine, c'est justement cela. On est en train de croire que ce qui fait la grandeur d'un État, c'est la possibilité d'écraser des populations qui sont complètement désarmées. Parce qu'aujourd'hui, en Palestine, on voit des jeunes, on voit des enfants, on voit des personnes adultes qui sont écrasées
qui sont laminés tous les jours par la grosse artillerie de Sahel à partir d'Israël. Et c'est un problème effectivement vécu par ces populations locales-là. L'humanité est en train de dire, ça, ce n'est pas bon. Parce que c'est des familles entières qui n'ont plus accès à la nourriture, c'est des familles entières qui n'ont plus accès aux soins de santé, c'est des familles entières qui n'ont plus accès à l'école, et c'est des familles qui sont complètement décimées par des bombardements inouïs qui viennent de toutes parts. Donc, de toutes les parts. Donc, je veux dire aujourd'hui qu'il y a nécessité que l'humanité, et l'humanité de façon générale, hein, on a vu les Nations Unies faire un certain nombre de motions pour demander à Israël d'arrêter cette répression sans nom qui est en train de s'abattre sur Palestine, mais on se rend compte que ça n'arrête rien parce que ça continue jusqu'à présent. Et ça, à mon avis, c'est simplement une façon de dire que nous pouvons être différents dans le monde. Nous pouvons avoir des croyances, nous pouvons avoir des idéologies, nous pouvons avoir des principes, nous pouvons avoir des pratiques culturelles différentes, mais nous sommes des humains. Et il faut respecter l'être humain pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il a. Et je crois que cette logique de l'être-là, logique de l'être, on doit la développer et faire en sorte qu'elle l'emporte sur la logique de l'avoir. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, on a tendance à mettre plus l'accent sur la logique de l'avoir. Celui qui a des armes est respecté, celui qui n'a pas d'armes est laminé. Donc, il faut peut-être éviter cela et nous dire que le segment du monde le plus prestigieux, la population la plus prestigieuse, le groupe social le plus prestigieux, c'est le groupe social qui est tolérant. C'est le groupe social qui respecte l'humain. C'est le groupe social qui se bat pour le triomphe de valeurs humanistes fortes. Nous avons dit que nous sommes des humains, nous vivons sur Terre et c'est une seule et unique Terre, il n'y a pas d'extraterrestre. Nous devons transformer cette Terre et en faire un havre de paix et en faire un paradis. C'est parfaitement possible. Voltaire l'a imaginé dans le Candide. Lorsque Pangloss et Candide se sont retrouvés à l'Eldorado, ils ont vécu parfaitement dans un paradis. Lorsqu'ils sont sortis de l'Eldorado, ils sont allés à Constantinople et ils ont rencontré un sage derviche turc qui leur dit que si vous voulez être heureux dans le monde, travaillez votre jardin parce que c'est le travail qui nous éloigne de l'ennui, du vice et du besoin. Donc nous avons besoin d'un monde de travail et non pas d'un monde de guerre. Dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, Saint Paul dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Dans le Coran, il est affirmé « Laqad khalaqna insana fi kabadin » je vous ai créé pour une vie de travail, pour une vie de difficulté, pour une vie de lutte. Donc nous devons mettre l'accent sur le travail qui produit et non pas sur la guerre qui détruit. Merci beaucoup, professeur, pour ces analyses très profondes. Alors, nous poursuivons encore avec une autre image. Et là, c'est toujours un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Donc, on va dire quoi? Les migrants en mer, la fuite des cerveaux? Problème. Pendant la traite négrière, c'est des Blancs qui venaient en Afrique prendre des Noirs qui prenaient la fuite pour ne pas être pris. Aujourd'hui, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire, c'est des gens qui fuient pour prendre des pirogues et râler chez les Blancs. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une richesse en Afrique et que des gens qui n'avaient pas besoin d'être arrachés de leur continent. On vivait de l'agriculture, on vivait de l'élevage, on vivait de la pêche, on vivait heureux. Et on vivait surtout en symbiose avec la nature. C'est important, le noir est quelqu'un qui établit une relation horizontale avec la nature et non pas une relation verticale. Il respecte la nature, il sacralise la nature. Le révérend père Placide Tempels, dans un texte qui est intitulé « La philosophie bantou », a insisté sur le fait que le noir est quelqu'un qui vénère la nature. Les forces naturelles, on ne coupe pas un arbre comme on veut, on ne coupe pas une plante comme on veut, on ne tue pas un animal comme on veut. En réalité, c'est des éléments de la nature qui sont des éléments sacrés et le noir comprend que c'est des créatures divines au même titre que lui. Il entretient même, dans certains cas, des relations de parenté avec la nature. Donc, symbiose avec la nature. Alors, lorsque le blanc est arrivé, il a créé une sorte de distance entre nous et la nature. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes embarqués et engouffrés dans un nouveau chemin qui nous a conduits vers la déréliction, vers la perte de nous-mêmes. Nous avons détruit notre nature, nous avons souillé notre nature et nous sommes tombés dans un cycle de régression. Ce cycle de régression s'est traduit par un problème dans l'agriculture, un problème dans l'élevage, un problème partout. Et aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme un pays pauvre, très endetté. Nous avons des jeunes dans des situations-là qui n'arrivent plus à s'en sortir. C'est une sorte de paradoxe dans lequel l'Afrique s'est installée.
la plus grande majorité de la population africaine est composée de jeunes. Plus de 70% de la population. Nous avons en Afrique des terres et suffisamment de terres arables. L'Afrique est suffisamment arrosée. Nous avons de l'eau, l'océan Atlantique entoure le continent africain. Et l'Afrique n'arrive pas à régler le problème de l'autosuffisance alimentaire. Comment se fait-il qu'un pays comme le Sénégal, où vous rencontrez partout des manguiers, qu'un pays comme le Sénégal va importer du jus de mangue du Maroc, alors qu'au Maroc, il n'y a pas de manguier? Voilà le paradoxe qui traverse le continent africain et qui fait que justement les jeunes ont tendance à prendre en masse ces embarcations de fortune pour rejoindre l'Eldorado qu'ils considèrent être l'Europe. Maintenant, il faut inverser la tendance, il me semble, en jouant sur plusieurs leviers. Premièrement, il faut que ces jeunes comprennent que l'Europe n'est pas un Eldorado, qu'en Europe, il y a des difficultés, qu'il y a une vraie sécheresse européenne aujourd'hui. Deuxièmement, il faut que les jeunes comprennent que c'est à eux de développer l'Afrique. L'Afrique ne sera pas développée par les Européens, ne sera pas développée par les Américains. L'Afrique ne pourra être développée que par les Africains eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils restent et qu'ils travaillent à développer ce continent. Il faut aussi que dans nos politiques publiques, qu'on mette l'accent sur la décentralisation. Parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est qu'en Afrique, il y a des mégalopoles. Les capitales sont concentrées, c'est dans les capitales qu'on concentre l'essentiel des infrastructures de production et dans les régions, il n'y a rien du tout. Effectivement. Vous prenez un exemple comme le Sénégal, Dakar est la plus petite région du Sénégal, c'est juste 550 km². 550. Et vous avez plus de 5 millions d'habitants à Dakar, sur 0,3% du territoire sénégalais. La population de Dakar est beaucoup plus nombreuse que la population du Gabon tout entier. Or, le Gabon est plus vaste que le Sénégal. Le Gabon fait plus de 260 000 km². Le Sénégal fait 197 000 km², même pas. Et vous avez à Dakar 550 km², plus de 5 millions d'habitants. Il y a un problème. Ce sont ces paradoxes-là qu'on doit régler en Afrique. Parce qu'il y avait un aménagement du territoire qui avait été mis en place par le colonisateur. Le colonisateur avait installé l'essentiel des infrastructures de production au niveau du littoral. Ça se comprend. Il met les usines au niveau du littoral. Il prend la richesse à partir de l'intérieur du pays, il achemine vers le littoral. Après, à partir du littoral, il met dans des bateaux et il convoie vers la métropole. C'était aussi simple que ça. Le colonisateur, avec l'économie de traite, avait mis en place une littoralisation de l'activité économique. Vous avez toutes les infrastructures au niveau de la façade océane. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés à l'indépendance, il fallait procéder à un nouvel aménagement du territoire en faisant en sorte que l'intérieur du pays soit pourvu. Si on ne le fait pas, on risque de continuer à avoir des jeunes prendre des embarcations de fortune pour aller rejoindre l'Europe. Et qu'est-ce que vous recommandez à nos États de faire pour que ce fléau cesse? Il faut travailler, comme je l'ai dit, et il faut travailler à développer notre économie, il faut travailler à développer nos pratiques culturelles, qui sont quand même des pratiques culturelles très humanistes. Pour l'essentiel, et que ces jeunes soient imbus de ces valeurs culturelles, de leur identité, et qu'ils développent une sorte de fierté d'appartenir à leur pays. Le sentiment d'appartenance dont parle Abraham Maslow dans sa pyramide des besoins, le sentiment d'appartenance est un sentiment qui est excessivement important. Faire en sorte que les jeunes soient heureux d'être des Africains. Et après, il faut développer des modèles. Alors, aujourd'hui, quels sont les modèles des jeunes Africains? Est-ce que c'est Cheikh Anta Diop? Est-ce que c'est Léon Mba? Est-ce que c'est Houphouët-Boigny? Ou bien est-ce que les modèles, c'est Zidane? Est-ce que les modèles... En fait, c'est ça que je veux dire. Il faut peut-être qu'on ait des modèles endogènes du cultivateur africain, du paysan africain, de l'éleveur africain. Et Dieu sait qu'on en est. J'ai parlé tantôt de Soundiata Keïta au Mali, déjà au XIIIe siècle, qui fait la bataille de Kirina, qui remporte la guerre et qui appelle ses ennemis à un débat. Et qui crée la première charte que l'humanité a connue. Est-ce qu'on enseigne ça à nos jeunes? Il y a un problème. Il faut qu'on enseigne à nos jeunes que la première charte qui a été établie dans le monde entier vient du Mali. Ouais. Or, on nous fait croire que la première déclaration des droits de l'homme, ça vient de l'Europe. C'est ça le problème. Donc, je crois qu'il nous faut assumer notre histoire, développer une sorte de fierté africaine. Ouais. Lorsqu'on a parlé de présence africaine, c'était pas seulement une revue, mais on doit être présent à travers le contenu de nos productions. Or, il y en a en Afrique. Je crois que voyager dans tous les pays africains, vous voyez des pratiques culturelles qui sont d'une extrême richesse. Je crois que ces choses-là, nous avons besoin de les enseigner à nos jeunes de façon générale pour qu'ils se sentent fiers d'être africains et qu'ils se sentent engagés, rester dans leur pays et travailler à développer leur pays. Merci beaucoup, professeur, pour ces conseils. Nous partons avec la dernière image que nous allons visualiser tout de suite. Il s'agit ici du trafic des drogues au Sahel, cette région qui est devenue un lieu de transit et également où il y a beaucoup de consommation de drogue, ce qui signifie une menace pour la sécurité et la stabilité de nos pays.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la pratique de ceux-là qu'on appelle des narcotrafiquants, c'est une pratique qui conduit à l'insécurité parce qu'on le sait, évidemment, c'est une pratique qui suppose beaucoup de banditisme, beaucoup de délinquance. Et on se rend compte que dans nos États, nous n'avons pas suffisamment d'outils, de ressources modernes pour lutter de façon efficace contre le trafic de drogue. Donc ça pose sérieusement un problème d'insécurité. Sur le plan économique, ça constitue une façon de torpiller l'activité économique classique. Parce que beaucoup qui s'adonnaient à l'agriculture, à l'élevage, la pêche, l'artisanat, etc., vont considérer que c'est des secteurs de travail absolument difficiles et avec des revenus qui ne viennent pas toujours au rendez-vous avec la taille dont on aurait besoin. Et donc, finalement, vous allez avoir des gens qui vont délaisser leur activité traditionnelle et qui vont aller vers le trafic de drogue en se considérant que c'est un raccourci qui permet de s'enrichir plus aisément et plus facilement. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on risque d'avoir un nombre de personnes de plus en plus grand s'activant autour de la drogue, considérant que c'est une activité qui est beaucoup plus rentable que les activités économiques de production traditionnelles. Donc, c'est un problème sérieux. Et enfin, ça pose un problème au niveau de l'acteur africain en tant que tel. Parce qu'en réalité, si nous avons une population droguée, ça va être absolument difficile d'effectuer la mission qui nous revient et de positionner nos pays parmi les pays développés ou les pays émergents. Parce que pour se développer, on a besoin d'être lucide. Si on est toujours pris dans l'étau de la drogue, ça va être absolument difficile de sortir de ces pesanteurs et de faire face aux missions qui nous attendent. Aujourd'hui, nous avons besoin de former des hommes et on le sait, pour former un homme, on a besoin d'une école qui reflète notre identité. Or, il se trouve que l'école que nous avons développe des curricula qui sont complètement extravertis. Nous avons une école en Afrique, mais nous n'avons pas une école africaine. C'est-à-dire que l'école que nous avons en Afrique est une école que nous avons héritée de la colonisation. Donc, qui développe des enseignements plus orientés vers l'occidentalité que vers l'orientalité. La preuve, c'est la langue que nous sommes en train de parler. Les Africains, pour communiquer entre eux, entre Africains, sont obligés d'utiliser le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. C'est-à-dire d'utiliser la langue de nos anciens colonisateurs. C'est Chikaya Utamsi, penseur congolais, qui dit la chose suivante. Dans mon enfance, où je m'épanouissais dans la connaissance, grâce à ma langue maternelle, l'intrusion du français m'est apparue comme la présence d'un gendarme. Entre les colonisés, dit Jean-Paul Sartre, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. Il installe en lui, comme une broyeuse, l'appareil à penser de l'ennemi. On ne peut pas dire en français que je n'aime pas la culture française. C'est être en contradiction avec soi-même. Donc nous avons une école qui ne reflète pas notre identité, mais qui nous accroche beaucoup plus à l'occidentalité. Enfin, je crois que nous avons nos familles qui ne s'acquittent plus convenablement de leur rôle de cellule sociale de base. Normalement, c'est à l'intérieur de la famille qu'on doit commencer à former le jeune enfant, à lui inculquer des valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Aujourd'hui, on se rend compte que les familles n'ont plus suffisamment de temps à accorder aux enfants du fait de la contrainte économique quelque part. Ouais. Le mari court le matin, la femme court le matin, et qui éduque l'enfant. L'enfant est éduqué par la télévision, l'enfant est éduqué par les réseaux sociaux. Est-ce qu'une éducation qui vient du réseau social est une bonne éducation? On se rend compte évidemment aujourd'hui que la base sociale de la société, la base sociale de la communauté que constitue la famille, cette famille-là a été complètement délitée par les chocs exogènes qui font qu'aujourd'hui, on ne s'occupe plus, il n'y a plus de noyau familial, la parenté pose problème. Et donc, toutes ces choses-là doivent être revues, je crois. Nous avons au niveau des politiques publiques des actes forts qui doivent être posés en matière de culture, en matière de protection de la famille, en matière de protection des valeurs, des traditions, des usages. Sauf qu'il faut mettre ici un petit bémol en disant que lorsque nous parlons de culture, il s'agit de prendre dans le répertoire de nos cultures traditionnelles les éléments qui sont positifs et compétitifs. L'idée est d'éviter toutes sortes d'orgueil qui consisterait à dire que tout ce que nos ancêtres faisaient est bon. Ah non, il faut prendre dans ce qu'ils faisaient des éléments qui sont positifs et compétitifs, qui donc peuvent être utilisés dans notre actualité et qui nous permettent de nous positionner et de nous assurer que nous sommes sur la bonne rampe vers le vrai développement. Merci beaucoup, professeur, pour ces conseils et ces analyses très riches. Avant de terminer avec vous, par rapport à tout ce que nous avons analysé, commenté à travers ces images, un conseil à donner à la nouvelle génération, à la jeunesse africaine qui est tout le temps exposée à ces images? Moi, je crois que le conseil qui me semble être le plus important, c'est la réconciliation des jeunes Africains avec eux-mêmes. La réconciliation des jeunes Africains avec leurs usages, leurs coutumes et leurs traditions. Allez voir un Chinois
un jeune Chinois, il vous parlera de Confucius. Allez voir un jeune Chinois, il vous parlera de Lao Tse. Allez voir un jeune Tibétain, il vous parlera du Dalai Lama. Alors je crois que nous aussi, nous avons des figures traditionnelles, des figures historiques qui ont joué un rôle excessivement important en leur temps pour le développement de leur communauté. Je crois que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, être nous-mêmes, et que les Africains doivent se rendre compte que l'Afrique est un continent. Ce n'est pas une race, c'est un continent. Et que le plus important, ce n'est pas seulement le fait d'avoir la race noire, mais d'assumer sa noirceur. De ne pas faire comme ce que Frantz Fanon a dénoncé dans Peau noire, masque blanc. On peut avoir des noirs de peau, mais qui sont des blancs de cœur, des blancs dans la tête. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la noirceur de la peau, mais c'est d'avoir le noir dans le cœur et d'avoir le noir dans la tête et ne développer aucun complexe d'infériorité par rapport aux autres. Ne développer aussi aucun complexe de supériorité. Et nous dire qu'au fond, nous sommes des humains et qu'il y a possibilité de sortir de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. J'ai dit que l'Afrique est un continent pauvre, très endetté. On classe beaucoup de pays africains dans la rubrique des PPTE, pays pauvres très endettés. Il y a possibilité de sortir de ça, mais si et seulement si les jeunes se réconcilient avec eux-mêmes et se disent qu'ils sont les premiers bastions par lesquels on doit passer pour mener et gagner le combat pour le développement durable de l'Afrique. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame.